Bonjour à tous et à Bonjour. toutes. Donc, Nathalie Dissico, Catherine Fargue, nous sommes salariés de l'IRTES de Montpellier et nous venons aujourd'hui vous présenter des formations en travail social dispensées par l'IRTES de Montpellier. Alors, là, tout de suite, nous n'allons pas aborder les contenus pédagogiques des formations et nous n'allons pas rentrer dans le détail des métiers. L'intérêt de cette première rencontre, c'est juste de vous présenter voilà, le panel des formations que nous proposons, les modalités d'inscription et les financements voilà, de ces formations. Voilà, donc en fait, l'IRTS fait partie d'une association qui est l'association FAIR ESS pour l'économie sociale et solidaire. Cette association comporte 4 pôles, 2 centres de formation, l'IRTS de Montpellier, l'IRTS de Perpignan, et l'IATS qui s'occupe essentiellement de l'apprentissage, et R&D, le pôle R&D pour la recherche et le développement. Quelques photos de notre campus, donc IRTS Montpellier, et quelques chiffres. Voilà, donc en fait, on a toutes les formations en travail social du niveau 3 au niveau 7, le panel qui est représenté. Je vous donne quelques chiffres aussi importants, 90% d'insertion professionnelle, 93% de satisfaction. Voilà, c'est ce qui est quand même plutôt pas mal, nous allons dire. Et des étudiants, demandeurs d'emploi, salariés, formation en voie initiale ou en alternance. En voie initiale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption entre les études. Après le baccalauréat, vous enclenchez directement par une des formations. Voilà. Nous avons classé nos formations par 3 ensembles, en fait. Premier ensemble, les formations qui consistent à l'accompagnement quotidien de la personne. Donc, c'est de la proximité physique et un support à la vie quotidienne. Un second ensemble, c'est plutôt de la coordination et la conception d'actions au service de la personne. Donc là, il s'agit de concevoir des actions, de les réaliser et ensuite de les évaluer. Et enfin, un dernier groupe de métiers, alors c'est pour dans longtemps, mais rien ne vous empêche d'avoir de l'ambition, hein, de vous projeter à long terme. Il s'agit des métiers de l'encadrement, management et direction. Donc là, voilà, il s'agit au niveau de l'établissement de concevoir des projets stratégiques, de les mettre en œuvre et aussi donc d'en faire une expertise en intervention sociale. Voilà, donc nous avons classé nos formations dans ces groupes de métiers-là. Nous allons voir maintenant le premier groupe de métiers, donc l'accompagnement de la personne au quotidien, ce qui implique de la proximité physique et ce qui implique d'être un support à la vie quotidienne. Alors, dans le champ éducatif et dans le champ de l'intervention sociale, donc je vais en fait tous les mettre comme ça. Voilà. Par exemple, nous allons commencer, alors là, je ne sais pas comment on fait pour cliquer sur le petit émoticône, en fait, sur le dessin, parce que j'ai un zoom. Si je fais ça, et non, ça ne va pas. Il faut que je clique sur le dessin de l'accompagnement éducatif et social. Donc, l'AES, accompagnant éducatif et social. Alors, il accompagne les enfants, les adolescents, personnes âgées, etc., en situation de vulnérabilité ou d'handicap, mais dans les actes de la vie quotidienne. L'AES est quelqu'un qui va faire à la place de la personne, parce que la personne est dans l'impossibilité à tel moment de sa vie de le faire. Donc, ça va être faire les courses, faire le ménage à la place de la personne, et même l'aider dans les actes de toilette ou de premiers soins. Voilà. Donc, vous voyez que c'est 100% d'insertion professionnelle parce qu'en effet, c'est un métier qui a de l'avenir. Hein, voilà. C'est un métier qui est accessible sans le baccalauréat. Voilà. Et souvent, on le prénomme aide à domicile. Les aides à domicile ont cette formation-là, puisque c'est un métier qui commence à être, avant aide à domicile, n'était pas forcément professionnalisé. Maintenant, il y a l'obligation que celui-ci soit professionnalisé avec ce diplôme. Pour vous donner un exemple, si vous avez vu le film Intouchable, eh bien, Omar Sy, ben, il a ce rôle-là. On pourrait dire c'est un AES, en fait. Voilà, si ça peut... Voilà, donc là, vous avez les différents types d'employeurs dans lesquels l'AES peut être amené à travailler. Ça, c'est l'AES. On peut cliquer sur le technicien de l'intervention sociale et familiale, par exemple celui-là.
Donc, technicien de l'intervention sociale et familiale, TISF. Donc, c'est quelque chose, c'est également de l'accompagnement en règle générale, mais on n'est pas sur de l'accompagnement forcément physique. Là, on sera sur de l'accompagnement à faire ou faciliter le à faire. Oui, c'est ça. On ne fait plus à la place d'eux, mais on montre à la personne, on lui apprend comment faire. D'accord. Donc, ce sera autant par rapport à, par exemple, gérer un budget, des personnes qui ont des difficultés à savoir gérer un budget. Qu'est-ce qu'un budget déjà, etc. Quelles sont les priorités, quelles sont toutes ces choses-là vont permettre effectivement, à travers ce métier-là, d'accompagner la personne à apprendre. Donc voilà, on vous a résumé. Donc c'est pareil, ça peut être aussi, voilà, le technicien de l'intervention sociale et familiale va intervenir à un moment de la vie de la personne qui est en difficulté. Dans une famille, la maman vient de décéder, on va aider le père à organiser la vie de la famille, à reprendre un peu la main, voilà. Ça peut être suite à une hospitalisation ou quelqu'un qui est malade, qui a été hospitalisé et qui retourne à domicile. C'est compliqué de gérer le quotidien, donc c'est pour aider voilà, la personne en question. Donc pareil, 100% d'insertion professionnelle, parce que c'est un métier qui est très demandé, et c'est aussi une formation qui est accessible sans le baccalauréat. Alors tout ça, ce n'est pas pour vous inciter à ne pas travailler pour le baccalauréat, parce qu'après, on a aussi des formations après le baccalauréat. Mais au cas où, voilà. Nous avons vu l'accompagnement éducatif et social, le technicien de l'intervention sociale et familiale. Il y a le médiateur social aussi, si on peut cliquer sur le petit... voilà. Voilà. Alors, le médiateur social, il crée du lien social, prévient et règle les conflits, intervient pour renouer le dialogue et trouver des solutions problématiques rencontrées par les publics ou les orienter vers le bon interlocuteur. Alors, des médiateurs sociaux, sociaux, ouais, social. Vous en avez dans les maisons de quartier, par exemple. Donc, vous en avez aussi dans les transports en commun. C'est pour régler les conflits, informer. Ils peuvent envoyer les personnes vers d'autres organismes comme la CAF. Ça peut être organiser des sorties. Voilà. Donc, c'est animer en fait le quartier, régler les conflits et envoyer les personnes vers l'interlocuteur dont ils ont besoin à ce moment-là. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'insertion professionnelle, mais ça va devenir de plus en plus demandé. Donc, je pense que dans quelques temps, ce chiffre-là risque un peu d'exploser. Voilà. Donc, les sociétés d'HLM aussi, par exemple, emploient des médiateurs. C'est certainement un métier, mais c'est vrai que pour le moment, voilà, le besoin va se sentir de plus en plus prégnant, mais en tout état de cause, c'est juste un lien où c'est permettre de perpétuer ce lien pour éviter l'entrée en conflit souvent, ou au contraire de désamorcer un conflit naissant ou un conflit qui est sous-tend par rapport à une situation. Un peu plus avant. Et les premières vidéos. Encore. C'est l'orange. Voilà, celle-ci, la première. Voilà. Et enfin, moniteur éducateur. Donc, si on peut cliquer sur moniteur éducateur. Donc, là, on est toujours dans l'accompagnement au quotidien de la personne. D'accord? Le premier groupe de métiers. Donc, le moniteur éducateur qui assure des fonctions d'animation, de prévention et d'éducation auprès d'adultes et de jeunes en difficulté. Donc, lui, pareil, il va organiser des activités, il va être là pour accompagner les gens au mieux savoir vivre en société, apprendre les règles de base. Voilà. Il fait partie d'une équipe. Le moniteur éducateur, il travaille souvent jamais seul, il va être accompagné de l'éducateur spécialisé. Voilà. Ça forme une équipe pluridisciplinaire. Et ils travaillent ensemble. D'ailleurs, des fois, il y a des moniteurs éducateurs, par exemple, qui font fonction d'éducateurs spécialisés. Voilà. Mais le moniteur éducateur, il est plus dans le quotidien, animé pour l'animation. Il va organiser des actions, il va organiser des animations, mais toujours sous prétexte d'un projet individuel ou d'un projet d'établissement qui va permettre effectivement, là aussi, à accompagner vers du lien social. N'oubliez pas, tout cela fait partie quand même de la grande famille des travailleurs sociaux. D'accord? Chacun avec ses spécificités, mais on reste quand même dans le cœur de métier qui est un travailleur social.
On arrive à ce second ensemble de métiers, coordination et conception d'action au service de la personne. Donc, dans le champ éducatif, nous avons donc éducateurs spécialisés, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs d'ateliers et éducateurs de jeunes enfants. On peut partir sur éducateur spécialisé, vu qu'on vient de voir le moniteur éducateur. Donc, éducateur spécialisé, ça vient après moniteur éducateur, hein, en fait. C'est dans la progression, si vous voulez. C'est le métier qui suit. Voilà. Donc, lui, alors, c'est pareil, il aide des personnes handicapées, enfants en situation de handicap ou en difficulté sociale, mais c'est plus dans la conception de projets, d'actions. On pourrait schématiser comme ça. L'éducateur spécialisé, il va réfléchir aux projets, aux actions, et le moniteur éducateur, il va les appliquer, les actions. Voilà. Les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre. Alors, il y a une évolution de ce métier. Hein. Éducateur spécialisé, auparavant, était aussi vraiment sur du cœur de terrain, etc. Progressivement, il l'est de moins en moins. Ça ne peut pas dire qu'il ne l'est pas du tout, mais il l'est de moins en moins dans le sens où il va être plutôt dans un rôle de conception, de management d'équipe aussi parfois, hein, et plutôt que d'être dans le cœur de l'action. D'accord? Ce qui n'empêche qu'il l'est encore malgré tout pour concevoir au mieux, mais ça, effectivement, ce sera plutôt sur une équipe pluridisciplinaire. Faite selon les structures dans lesquelles vous travaillez, faites de moniteurs éducateurs, faites d'AES également, faites d'AS, tout dépend des secteurs dans lesquels vous serez amené à travailler dans une structure médico-sociale. D'accord? Les frontières sont floues, hein, dans les métiers du travail social, en fait. C'est vrai que les frontières, c'est pas marqué, hein, c'est ce que tu disais. On peut passer d'une fonction de moniteur éducateur à éducateur spécialisé. Voilà. On travaille ensemble aussi. Mais si on peut faire des différences, elles se situent là. Le moniteur d'atelier. Alors, le moniteur d'atelier et l'éducateur technique spécialisé, ils travaillent dans les ZAT, en fait. Exactement. Essentiellement. Donc, un établissement de travail pour les handicapés, voilà, dans les ESAT. Voilà. Donc, pareil, le moniteur d'atelier, c'est pareil, c'est la mise en pratique, l'application d'un projet, encore une fois. Et l'éducateur technique spécialisé, bon, on viendra dessus après, eh bien, c'est son responsable quelque part, en fait. Vous avez le moniteur d'atelier qui va travailler. L'éducateur technique spécialisé, il est responsable dans les ZAD d'une activité, mais c'est une activité marchande en fait, hein. Donc, ça peut être un atelier de production, ça peut être, je ne sais pas, du jardinage, espace vert, ce genre de choses, ou de l'ébénisterie, ou etc. Et donc, lui, il va chercher des marchés, hein, pour vendre son outil, on va dire. Et le moniteur d'atelier, il va être au quotidien avec les personnes qui travaillent sur la chaîne de production, par exemple. Et il va les encadrer, les aider, les accompagner puisque Voilà. généralement, ce sont des personnes qui ont un handicap et à partir de ce moment-là, mais un handicap qui leur permet malgré tout de travailler, mais avec effectivement un accompagnement particulier pour assurer effectivement cette prestation de service ou cette production. Tout dépend la nature même de l'ESAT. C'est ça. Et sans pour autant faire des similitudes, mais on peut imaginer le moniteur éducateur et l'EduxP, on peut imaginer le moniteur d'atelier et l'éducateur spécialisé d'atelier. On est effectivement sur ces corrélations-là. Alors, l'éducateur technique spécialisé, souvent, il a une expertise dans un domaine qui lui est propre, hein. Ça peut être, je ne sais pas, un artiste peintre, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime travailler le bois, etc. Paysagiste. Ouais, il n'y a pas forcément besoin d'avoir, par exemple, quelqu'un qui travaille le bois à ses heures perdues, qui aime, voilà. Il n'a pas besoin d'avoir un CAP de menuisier, par exemple, pour devenir éducateur technique spécialisé. Il va partager, en fait, cette passion, on va dire, ou voilà, avec le groupe d'handicapés, par exemple, avec lequel il travaille. Voilà. Mais donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de base. Voilà. Donc là, on a les formations, donc toujours ce même ensemble de coordination, de conception, d'action, mais dans le champ de l'intervention sociale. Là, il y a encore normalement un dessin. Voilà. Nous avons le BTS-SP 3S, mais là, je te laisse en dire un mot. On ne va pas aller dessus, hein, là, pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui était jusqu'à cette année, qui était à l'IRTS de Montpellier, qui pour l'année prochaine ne sera plus
en l'état, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une réforme par rapport à ce BTS qui a lieu. Donc, le temps de remettre et de mettre en œuvre cette réforme, on aura une année ou voire 2 années, puisque c'est sur 2 ans, on aura 2 années blanches. Donc, je peux vous en parler globalement, mais je ne peux pas vous en parler dans le sens où l'année prochaine, il n'y aura pas de rentrée au sein de l'IRTS de Montpellier par rapport à ce BTS SP3S. Globalement, c'est tout simplement préparer. Donc là, c'était la nécessité aussi, c'est une formation suite au bac, hein, donc il faut avoir l'obtention du bac pour cela. Et c'était plutôt, contrairement aux autres, où vous aviez vraiment un accompagnement proche avec la personne, d'une manière ou d'une autre, ou avec un groupe de personnes. Là, on est plutôt sur le côté administratif. Donc, c'était plutôt sur le traitement administratif, médico-social, puisqu'on est quand même dans ce secteur d'activité, de dossiers de prise en charge. Par exemple, ça pouvait être parfaitement des personnes qui étaient amenées à travailler au sein de CAF, au sein de différentes instances, mais pour conseiller, orienter, hein, l'accueil quand même, mais également pour traiter des dossiers de demande de financement, de prise en charge multiples et variées. Donc, c'était plutôt le côté administratif, hein, malgré tout. On n'était pas sur l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne. Ça, c'était autre chose. Voilà. Donc, là, on peut cliquer sur médiation familiale, médiateur familial, puisque après les autres, c'est plus proche. Hein, c'est un petit peu à part. Le médiateur familial, peut-être que vous connaissez et que vous en avez déjà entendu parler, c'est quelqu'un qui intervient quand il y a un conflit dans une famille, quand il y a un conflit dans un couple, quand il y a des enfants aussi, voilà. Et donc, il va accompagner les personnes dans la recherche de solutions pour répondre aux besoins de chacun des membres de la famille. Donc, c'est 2 ans de formation, 89% d'insertion professionnelle. Donc ça, voilà, c'est… BTS SP3S, nous en avons parlé. Médiation familiale, nous en avons parlé. Nous allons parler de technicien en économie sociale et familiale. Technicien supérieur en économie sociale et familiale. Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur tous les aspects de la vie quotidienne, alimentation, santé, hygiène, budget, consommation, etc. et qui va conseiller donc, sur tous ces aspects-là. C'est 2 ans de formation, ce BTS, comme tous les BTS. Vous voyez que c'est 57% d'insertion professionnelle. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est normal parce qu'en fait, en général, on ne s'arrête pas au BTS en économie sociale et familiale. On poursuit par une année supplémentaire dont on parlera après. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'année supplémentaire, qui est l'année de conseiller en économie sociale et familiale, là, il y a beaucoup plus d'insertion professionnelle, parce qu'en général, la plupart des étudiants qui vont dans cette voie-là, dans l'économie sociale et familiale, ils font les 3 ans de formation. C'est très rare qu'ils s'arrêtent à 2 ans. Ils peuvent s'arrêter à 2 ans et trouver du travail avec le BTS en économie sociale et familiale. Bon, vous avez là les types d'employeurs, hein, donc il y en a un qui s'arrête au bout de 2 ans. Mais la plupart, ils poursuivent par cette 3e année et ils obtiennent le diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale. Je peux peut-être en parler là, ce n'est pas la peine d'aller sur la diapo, on gagnera du temps. Donc, c'est le diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale. Le conseiller en économie sociale et familiale rejoint la famille des travailleurs sociaux, on va dire, parce que là, du coup, cette année complémentaire est plus ciblée sur le travail social et sur les partenariats, etc. Mais il n'empêche que le conseiller en ESF, il garde toute la technicité du technicien. Quand je dis technicité, par exemple, vous avez en BTS ESF des cours de physique, il me semble, hein, de cuisine. À une époque, il y avait la couture, ça n'y est plus. Mais tout ça, c'était pour avoir la technique et pour aider les personnes en fait, dans leur quotidien. Je sais pas, en faisant de la couture pour éviter d'acheter. Voilà, à l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est plus trop le cas. Encore que ça revient à la mode, hein, la couture, le tricot. Donc, peut-être que… Et surtout, par exemple, dans l'alimentation. Ils vont avoir des cours en termes d'hygiène alimentaire, mais l'objectif est de pouvoir mutualiser et pouvoir surtout transmettre ce qu'ils auront appris en termes de ce qu'on appelle un équilibre alimentaire et comment on peut acheter pour malgré tout et confectionner des repas équilibrés tout en ayant un budget aussi établi. Donc, en fait, c'est vrai que la 3e année va simplement permettre de mettre en application
toute l'expertise qu'il aura appris durant les 2 premières années de BTS, avec en plus l'intérêt de cette 3e année, de prendre de la hauteur par rapport à cela et de conseiller, de diagnostiquer en fonction justement de ce qu'il voit sur le terrain, de effectivement accompagner avec un certain savoir-faire que lui aura eu en amont, mais aussi de pouvoir effectivement dresser des diagnostics, hein, ce que ne fait pas forcément le BTS, qui est plutôt dans l'accompagnement, dans le faire. D'accord. Et la conseillère ou le conseiller en économie sociale et familiale travaille de concert avec les assistantes sociales, par exemple. Ouais. Donc, vraiment, il fait partie ce que tu disais, de cette grande famille de travailleurs sociaux, mais aussi dans tout simplement le rapport de dossier ou la constitution ou l'élaboration de démarches d'investigation, des choses comme ça. Et ça, c'est réellement vu en 3e année. D'accord. Donc, on prend un peu de hauteur et on est plus dans une analyse. On est que les 2 premières années, c'est plus dans l'accompagnement offert. Puisqu'on parle des conseillers ou conseillères en économie sociale et familiale, nous allons aborder l'assistante de service social. Ce sont 2 métiers très proches. Donc, en termes d'études, finalement, c'est 3 ans pour les deux. Si on compte les 2 ans de BTS, la 3e année, et assistant de service social, c'est 3 ans. Donc, les différences, c'est compliqué entre les AS, on va dire les ASS et les CESF. Même quelquefois, au niveau des postes, au niveau du travail, elles peuvent occuper les mêmes postes. La différence, c'est surtout au niveau de la formation. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais c'est vrai que la conseillère a la technicité, on va dire, par rapport à l'assistante sociale. L'assistante sociale, c'est un peu la tour de contrôle, en fait, on va dire. Et quand elle a une famille ou une personne, un individu en face d'elle, avec une problématique, elle va essayer soit elle-même de trouver la solution à la problématique, soit de renvoyer vers d'autres interlocuteurs, voilà, pour trouver une solution, mais elle garde quand même le lien sur le dossier, elle garde le dossier en fait, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas, elle va chercher de l'aide ailleurs, mais elle garde le dossier, la problématique, voilà. Oui, et vraiment, par expérience, elles travaillent vraiment ensemble. C'est-à-dire que souvent, les CESF sont amenés à solliciter l'assistante sociale et l'assistante sociale sont amenés également à solliciter les CESF parce que les CESF sont amenés à être malgré tout sur le terrain également. Oui, on peut Vraiment, l'interpréter de cette façon. la différence se joue vraiment sur la formation. C'est une professionnelle qui m'a dit ça, conseillère en économie sociale et familiale. Voilà. Après, tout dépend des structures et finalement de l'orientation de la structure. Ouais. Selon certaines structures, ils vont privilégier finalement quelqu'un qui a une connaissance de terrain, le côté un peu technicien, ou au contraire quelqu'un qui est beaucoup plus dans les procédures, etc., telles que les AS. Tout va dépendre. Mais c'est vraiment des métiers qui ont tendance à se chevaucher. Voilà. Même si elles ont à la base des fiches de poste bien déterminées, avec un cursus pédagogique et de formation bien déterminé également. Voilà. Le JE, l'éducateur de jeunes enfants, donc il faut le baccalauréat, c'est aussi après le baccalauréat. Donc. Alors, voilà, c'est ça. Accompagner effectivement le jeune enfant, 0-7 ans, la tranche d'âge, tout simplement sur la découverte de la vie, entre guillemets. En tout cas, d'une première appréhension donc que ce soit sur du collectif, etc. Mais également, le JE aura, lui, une expertise aussi sur tout ce qui est développement de l'enfant, etc., etc. Donc, il est dans l'accompagnement, mais là aussi, il y a forcément une équipe. Il fait partie de l'équipe. C'est un peu toujours pareil, attention, c'est pour vous aider à mieux comprendre, mais en aucun cas, ce que je dis n'a valeur de choses telles que dans des brochures, etc. Mais si on devait comparer, le JE, c'est la même chose un peu que l'EduxP. Oui. D'accord. Voilà. L'EduxP avec les moniteurs éducateurs, le JE avec les auxiliaires de puériculture, par exemple, ou avec toutes les personnes qui vont être aussi amenées à travailler soit en crèche, soit effectivement, voilà. Donc, il a ce rôle de chapeauter et d'être responsable aussi
de ce qui se fait à l'intérieur en termes d'accompagnement du jeune enfant à tout simplement un développement social, entre guillemets, mais pas que, aussi tout le relais avec la famille, qui est extrêmement important. C'est lui aussi, de par sa connaissance, qui va peut-être alerter sur certaines choses, etc. D'accord. Donc, il a un côté un peu d'expertise. Hein. Et pour être terre à terre, par exemple, dans une crèche, vous allez avoir les auxiliaires de puéricultrice, ou les personnes qui ont le CAP petite enfance, qui vont être plus proches de l'enfant, etc. Enfin, physiquement parlant, on va dire, au quotidien, dans les actes de la vie quotidienne. L'éducateur de jeunes enfants, ça ne lui est pas interdit. Lui aussi, et dans l'équipe, il va être avec les enfants, il va travailler avec eux, etc. Mais en même temps, il prend un peu plus de hauteur par rapport au projet de l'établissement, la mise en place d'actions, l'effet que ça a sur le petit enfant. Est-ce que, voilà, il y a toute cette analyse-là qui est faite aussi. On est toujours dans les métiers de conception, d'action, de conduite d'action. Voilà. Et souvent, il manage l'équipe. Il manage justement cette équipe d'auxiliaires, de personnes, voilà, sous couvert du respect et de la mise en œuvre d'un projet éducatif et d'un projet d'établissement qu'il doit porter. Il l'apporte dans la mise en œuvre, mais il l'apporte aussi en termes de responsabilité. Donc, maintenant, nous arrivons au troisième ensemble de métiers qui sont des métiers de management et de direction. Donc, je vous disais peut-être pour plus tard. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail Donc là, vous avez les métiers de direction, de management dans le travail social. Voilà. Donc, vous avez dirigeant de l'économie sociale et solidaire ou le directeur d'établissement du secteur social et médico-social. Donc, ça, ce sont les dirigeants. Vous avez le responsable d'unité d'intervention sociale, Café Ruisse, ce nom un peu bizarre. En fait, ça correspond à un chef de service dans les structures. Pour simplifier, on va dire, caricaturer, c'est le chef de service. Et vous avez l'ingénieur social. L'ingénieur social, c'est quoi? Eh bien, bon, ces gens-là, ils font partie d'une équipe de direction. Voilà. Et quand vous avez le directeur d'établissement qui a envie, par exemple, qui a pour projet d'ouvrir une annexe, qui a pour projet d'ouvrir un autre établissement, ils vont demander la faisabilité au DIS, en fait. C'est l'ingénieur social, diplôme d'état d'ingénierie sociale. C'est lui qui va étudier la faisabilité du projet. Voilà. Et la pertinence de ce projet. Bien sûr. Eh ben, en fait, il peut être le DIS, en fait, l'ingénieur social, il peut travailler il peut y en avoir dans les structures médico-sociales, il peut y en avoir, des fois, il y en a dans les administrations, voilà, on peut en trouver. Normalement, il fait partie de l'équipe de direction, en fait. C'est un métier qui n'est pas très connu, pas très utilisé encore. Nous, on a des petites promos. Alors, la formation est passionnante. Moi, là, je m'égare parce que ça ne s'adresse pas encore à vous tout de suite. Mais bon, après, pourquoi pas, quoi. Moi, j'ai vu des personnes qui ont commencé par des formations qui nécessitaient pas le baccalauréat. Et finalement, je les ai retrouvées après en formation de directeur d'établissements sociaux. Donc, et j'en connais également. Voilà. Donc, la priorité pour vous cette année, vous êtes tous en terminale, c'est ça? Ouais, voilà. La priorité, c'est de passer le baccalauréat. Et puis, on vous souhaite d'y arriver, de le réussir. Mais après, il y a une autre vie. Il y a toujours quelque chose à faire, même si on ne réussit pas. Et il y a des solutions. Mais même sans le baccalauréat, on a vu des gens, voilà. Allez, moi, j'en ai connu quelques-uns. Et à tout âge. Et à tout âge. Ils sont jeunes, alors. Voilà. Bon, donc ça, c'était pour la présentation des métiers. Et maintenant, nous allons sortir de voilà. Comment s'inscrire à une formation? Alors, là, c'est moi, je peux reprendre la main à la rigueur si vous voulez. Je vous ai laissé travailler à ma place. Donc, pour ces formations-là, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé et les 2 BTS. Alors, que vous soyez en formation initiale, ce qui est votre cas puisque vous êtes lycéen, ou si vous envisagiez une formation en apprentissage, donc, eh bien, c'est Parcoursup. J'imagine que ce n'est pas un mot étranger pour vous. Voilà, vous connaissez bien, on vous rabâche les oreilles avec ça, c'est ça? Voilà, alors Parcoursup, un petit zoom sur Parcoursup. Vous avez déjà les dates? Ah mince alors, c'est pas une surprise. Donc, vous nous les confirmez alors? Ah oui.
là là, j'ai peur, là, j'ai peur. Bon, bref, donc le 20 décembre, c'est l'ouverture de la plateforme, hein, l'ouverture de la plateforme, mais information en fait, hein, voilà, au niveau information. Puisque la saisie des vœux, l'inscription et la saisie des vœux commenceront le 18 janvier jusqu'au 8 mars. Il vaut mieux le faire avant, c'est ça? Je vous y invite fortement. Donc, la phase principale d'admission entre le 1er juin et le 13 juillet. Ah non, pardon, confirmation des vœux. Voilà, je me disais, chaque fois, je le lis à l'envers, ce truc. Donc, la phase numéro 3, c'est la confirmation des vœux le 6 avril 2023, suivie par la phase principale d'admission entre le 1er juin et le 13 juillet. Et entre ces deux étapes, vous avez les sélections qui sont organisées à l'IRTS, donc entre le 7 avril et le 1er juin. OK? Voilà. Bon, après les résultats, mi-juin, mi-juillet, et la phase complémentaire d'admission, 15 juin, début septembre. Voilà. Donc, Pour une rentrée, la plupart des formations début septembre. phase complémentaire d'admission, moi, j'ai demandé à ma collègue qui s'en occupe à l'IRTS de Montpellier, par exemple, l'année dernière, il n'y en a pas eu. Donc, faire attention voilà, là-dessus. Bon, ben, j'imagine que les conseils, on vous les a donnés, de faire plusieurs vœux, plusieurs formations. Par contre, important, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés par l'apprentissage, il faut absolument s'enregistrer sur l'apprentissage et la formation initiale. Voilà, les deux, hein, vous le confirmez. Voilà. Si jamais il y en a une qui ne marche pas, on peut toujours se rabattre sur l'autre. Vous voulez absolument faire un contrat d'apprentissage et vous ne trouvez pas. Bon, ben, du coup, vous ne pouvez pas vous inscrire à la formation en voie d'apprentissage. Vous pouvez toujours vous inscrire en voie initiale, quitte à trouver peut-être un contrat d'apprentissage un peu plus tard. Au moins, vous n'êtes pas bloqué. Ça, c'est tout à fait aussi possible au sein de l'IRTS, en admettant que, effectivement, la phase d'admission, que vous soyez admis sous un statut ou un autre, on va dire sur le statut d'apprentissage, si jamais celui-ci n'est pas réalisé en date de la rentrée, vous rentrez quand même, vous payez la formation, puisque là, vous basculez en voie directe, jusqu'à ce que vous trouviez l'apprentissage. Et à partir de ce moment-là, vous changez de statut. Et le paiement est basculé non plus par rapport à vos propres deniers, mais au denier, donc via l'employeur, via la personne qui vous emploie dans le cadre de l'apprentissage. D'accord? Donc, ne vous arrêtez pas forcément à ça. Si vous voyez que proche de la rentrée, rien n'a été encore formalisé et que vous souhaitez profondément faire cette formation, il peut y avoir des solutions qui peuvent se trouver et vous continuez à chercher en amont. En aval, pardon, de l'entrée en formation. D'accord? Et les autres formations, comment on s'inscrit aux autres formations? Donc, qui sont celles-ci, on ne va pas toutes les citer, mais l'AES, par exemple, le conseiller en économie sociale et familiale, le médiateur social, technicien de l'intervention sociale et familiale, moniteur éducateur. Ah oui, mais ce n'est pas chez nous. Donc là, pareil, que vous soyez apprenti ou formation initiale, donc comme vous, l'inscription se fait donc par l'intermédiaire de notre site internet, donc faire ESS IRTS Montpellier. Ça se présente, et abracadabra, comme ceci, donc l'adresse de notre site. Voilà, donc là, vous cliquez sur se former, par exemple, on est sur la présentation de technicien de l'intervention sociale et familiale. Un peu plus bas, vous arrivez jusqu'à cet encadré rouge de téléchargement. Voilà, dossier d'inscription, c'est ici. Donc, il faut télécharger le dossier. Voilà, maintenant, on va parler de choses sérieuses. Non, je plaisante. Les coûts, parce que la formation a un coût. Donc, la sélection, que ce soit la sélection, l'inscription ou la formation, c'est payant tout ça. Les frais de sélection et d'inscription, on les retrouve dans le règlement d'admission, qui est téléchargeable aussi au même endroit qu'on a vu à l'instant. Le coût de la formation, donc la sélection par exemple. Selon les formations, vous aurez un dossier d'inscription à remplir ou un dossier de sélection. Il peut y avoir un entretien de positionnement, une épreuve écrite, une épreuve orale. Là, on a fait un peu le listing de tout ce qui existe, voilà, sur toutes nos formations. Il peut y avoir ceci, cela, voilà. Ça peut aller jusqu'à 330 € pour une sélection. Ça, c'est le maximum. Voilà, c'est-à-dire sont inclus là même les formations de management et de direction. Il y a des financements possibles par l'employeur. Si vous êtes boursier, par exemple, vous ne payez pas. Le CFA, c'est pour l'apprentissage, etc. Donc ça, c'est des sélections. Les inscriptions,
aussi sont payantes. Donc, selon les formations, ça va être des frais de scolarité, des droits d'inscription, des frais d'inscription. Le CVEC, c'est la contribution à la vie du campus, vie étudiante et du campus. Voilà, donc là, pareil, des financements possibles, si on est apprenti, boursier, employeur, etc. Et enfin, les frais pédagogiques, donc c'est les frais de formation. La plupart des formations sont prises en charge par la région Occitanie, mais voilà, il y a d'autres formations où ce n'est pas le cas, et donc il y a d'autres possibilités de financement. Alors, vous voyez, là, vous voyez même éducation nationale, ça peut paraître bizarre, Oui. hein. Mais en fait, le BTS ESS, c'est un BTS chapeauté par l'éducation nationale. Donc, on le fait dans nos murs, mais il suit les règles et il suit effectivement les financements éducation nationale. Donc, pour vous, en tant qu'apprenant, ce sera gratuit. D'accord ? Voilà, donc l'apprentissage. L'apprentissage concerne toute personne de 16 à 29 ans et sans condition d'âge pour les personnes qui sont titulaires d'une reconnaissance de travailleurs handicapés. L'intérêt de l'apprentissage, eh c'est aussi que vous avez un salaire, hein, voilà, vous êtes rémunéré, enfin vous avez un salaire. Et l'intérêt aussi, c'est que tous ces frais pédagogiques d'inscription, scolarité et sélection, eh bien, pour les apprentis, vous ne les payez pas. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc là, ça concerne toutes ces formations. Donc, on a un peu fait un petit piège là, plutôt de mettre le nom exact, on a mis voilà, les sigles. Mais vous avez le diplôme d'éducateur technique spécialisé, le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, diplôme d'éducateur de jeunes enfants, assistant de service social, technicien de l'intervention sociale et familiale, moniteur éducateur, moniteur d'atelier, éducateur spécialisé, l'AES et le médiateur social qui sont accessibles par l'apprentissage. Ce n'est pas toutes les formations, donc c'est pour ça que là, on l'a spécifié. Presque toutes. Presque toutes. Voilà. Oui, ça fait pas mal. Voilà. Donc, l'apprentissage, il y a 3 rendez-vous pour l'apprentissage, 2 en visio et le dernier en présentiel. Donc, les 2 premiers, de février à mars et d'avril à juin. Donc, le premier, c'est pour qu'est-ce que l'apprentissage, hein, voilà. Le deuxième, c'est des conseils pour chercher un emploi et un contrat. Et le troisième, c'est un atelier donc de recherche d'emploi. Et pour s'inscrire au troisième, il faut au moins avoir participé à une des 2 visios juste avant. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'apprentissage, notez l'adresse mail. Hein, voilà, vous pouvez contacter nos collègues qui vous répondront sur ces questions-là. Donc, on n'a pas encore les dates précises, mais les périodes, c'est à peu près ça. Voilà. Quelques dates clés à venir ou passer. Notre collègue n'a pas mis à jour toutes les dates, donc il y en a certaines qui sont passées. Donc, nous organisons, là, voilà, le but, c'était juste de vous faire un peu la liste des formations. Mais après, si une formation vous intéresse, que vous voulez vraiment aller dans le détail des contenus de formation ou vraiment du métier, parce que là, vraiment, nous, on a survolé, hein, voilà, les stages, etc. Le mieux, c'est d'assister à une visio info-métier. La plupart sont en visio. On essaye maintenant quand même d'en faire en présentiel quelques-unes, de revenir un peu à ça. Mais la plupart sont en visio. Voilà, donc là, il y a quelques dates. Bien sûr, toutes les formations ne sont pas indiquées là, puisque ça va venir au fur et à mesure. Donc aussi, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur notre site Internet, vous allez sur la page, et sur chaque page de formation, ce sera réactualisé. Voilà. Et nous sommes aussi sur les salons, la plupart des salons, hein, voilà. Et donc là, par contre, une date importante à retenir si vous êtes intéressé par nos formations, c'est tout en haut à droite. Là, vous avez la date des portes ouvertes à l'IRTS, le samedi 28 janvier 2023. Donc, nous précisons IRTS Montpellier. Oui, pardon, voilà. on n'allait pas Perpignan. Tout à fait, ouais, voilà. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je rebondis sur ce que vous dites et c'est extrêmement important pour revenir à nos sélections à nous. C'est vrai qu'on n'a pas la main sur Parcoursup. Par contre, on a ce que vous avez produit sur Parcoursup. C'est-à-dire que les sélections, après, vous êtes devant un jury de 2 personnes qui a vos écrits et votre CV, parce qu'on vous demande généralement un CV, et la lettre qui va avec. Ça veut dire que l'entretien de sélection, puisque vous avez une partie écrite faite par Parcoursup, et après vous êtes 2 visus face à 2 personnes qui constituent le jury, c'est ce que vous allez dire, ce que vous allez montrer de vous, mais en correspondance avec ce que le jury a lu, c'est-à-dire ce que vous avez
écrit qui va finalement dire OK ou pas par rapport à cette personne nous semble tout à fait apte et enclin, la motivation est réellement là à pouvoir intégrer le cursus qu'elle aura choisi. D'accord? Donc, s'il y a un différentiel entre ce qui est écrit et vous, ça ne va pas passer. On viendra vous chercher, justement. Donc, soyez vous et d'autant plus vous parce que ce sont quand même des métiers d'authenticité, des métiers de lien à l'autre d'une façon générale. Et c'est quand même important que vous sachiez pourquoi vous êtes là. Et pas juste parce que vous avez vu de la lumière, parce qu'à ce moment-là, les 3 ans vont être très compliqués pour vous. Alors, je vous parle sur le cursus le plus long, mais si c'est 18 mois, c'est 18 mois. Il faut quand même des métiers, on n'y rentre pas par hasard. Donc ça, nous, c'est là où on va venir vous chercher pour savoir si vous êtes, non pas pour vous piéger, très loin de là, mais pour voir dans quelle mesure vous allez avoir la posture qui va être exigée par la suite et surtout ne pas vous mettre en difficulté au bout d'un an, vous dire, mais non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Donc, ayez la vraie info en amont et questionnez-vous sur pourquoi moi, j'ai envie d'aller dans ce secteur-là. Alors, vous savez qu'on est sur la nouvelle nomenclature maintenant, hein, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Donc, niveau 4, c'est niveau bac. Ça veut dire que vous allez sortir de la formation avec ce niveau. C'est-à-dire que vous rentrez, vous n'avez pas le bac, vous sortez, vous obtenez votre DE, c'est un diplôme d'état de moniteur éducateur, vous avez le niveau bac. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau 7, en fait. C'est le niveau de directeur d'établissement, par exemple. Qui équivaut à un bac plus 5, me semble-t-il. Intervient dans les familles. Dans les familles. Alors, je ne sais pas si vous intervenez dans les familles, mais vous êtes en lien avec la famille. Peut-être c'est lorsque la famille vient chercher l'enfant sur le lieu de garderie ou de crèche, etc. Après, vous êtes en lien. Voilà. Mais après, ça, vous voyez, ça, c'est des choses où justement, ce sera très important quand vous allez aller un peu plus précisément. Parce que nous, là, on vous adressait un premier panorama. Hein. Donc, quand vous allez être plus précisément en lien avec la filière EJE, avec les personnes qui vont répondre et qui sont dans ces filières-là, soit sur du responsable de formation, soit au contraire sur du coordinateur ou sur tout simplement des personnes qui interviennent au niveau des stages, etc. Ça, c'est ce type de questions où ils vont pouvoir vous répondre. Par contre, sur le métier, globalement, vous êtes irrémédiablement en lien avec les familles ou les services sociaux, si l'enfant est placé, peu importe. Mais dans quelle mesure le format de ce lien se fait, là, ce sera des questions qui seront spécifiquement posées, et puis ce sera à voir en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez aussi. D'accord ? Mais je ne sais pas dans quel… Parce que la question, c'était ça, si j'ai bien compris, c'était est-ce que je vais moins dans le lieu de la famille, dans l'habitat, finalement. Je ne suis pas sûre que ce soit ce métier-là qui vous y amène. Ce sera plutôt des TISF, des CESF, etc. D'accord ? N'oubliez pas, de plus en plus, bien sûr, ASL, bien sûr, moniteur éducateur, bien sûr, ES, etc. Mais tout cela, c'est la grande famille du travailleur social. D'accord ? Et après, chacun aura sa spécificité, mais vous voyez parfaitement quelque chose que vous remarquez, vous, en tant que sous votre statut de JE, eh bien, vous allez peut-être à un moment donné solliciter l'AS ou solliciter d'autres corps de métier, voilà, qui va permettre de traiter ce vers quoi, ou traiter, ou du moins d'accompagner ce que vous avez remarqué, mais que votre statut ne vous permet pas forcément d'avoir la légitimité pour. D'accord ? Voilà, donc tout ça, c'est important. Vous avez chacun vos missions, mais n'oubliez pas, vous êtes dans la grande famille du travailleur social et il est très important pour le coup de connaître les missions aussi des autres pour savoir finalement quel interlocuteur que je sollicite sera le plus amené à pouvoir répondre avec efficience à ce que je constate ou répondre simplement à mes propres questions. Le travail complètement. Et sans pour autant non plus rentrer dans les détails, vous allez voir que de plus en plus de filières travaillent en transversalité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des cours communs, vous allez être les CESF avec les AS, vous allez être les ES avec les AS selon certaines matières, parce qu'en fait, on parle de la même chose. Bravo, vous avez compris en fait. Il n'y en a pas beaucoup.
Non, en fait, voilà, moi je vous disais, c'est que la conseillère en ESF avec qui j'ai parlé, elle m'a dit c'est surtout au niveau de la formation la différence. La conseillère en ESF, elle a une technicité que n'aura pas l'assistante sociale, mais l'assistante sociale aura autre chose. Par exemple, il faut qu'elle ait des capacités de rédaction parce qu'il y a beaucoup de choses à rédiger aussi quand on est AS. Voilà. Mais dans le domaine de l'emploi, de l'employabilité, moi, cette professionnelle m'a dit, bah, ça peut être sur un même poste, un employeur va préférer employer une assistante sociale, un autre une conseillère en ESF. Voilà, c'est assez flou quand même, hein. Moi, pour y être allée voir dedans, c'est quand même assez. Qu'est-ce que tu en penses, Oui, et Catherine? surtout, je réfléchissais également, le différentiel, il est aussi sur le cursus. Oui, Pour être CESF, vous devez passer par la case BTS. mm, D'accord. Donc, on est vraiment sur. C'est quelqu'un qui est très assez pratico-pratique, qui aime dire ben voilà, comment je vais permettre à une personne de mieux s'alimenter avec un petit budget, par exemple. ouais. Donc, elle va faire preuve de créativité, elle va faire preuve aussi de choses manuelles. Comment je vais lui permettre de recycler certaines choses avec la couture, avec ceci, avec cela, la cuisine, tout C'est lui simplement. apprendre Donc, c'est aussi, hein, apprendre ce à faire. côté-là. Et bien évidemment, la CESF, elle arrive au-delà de ça, mais elle a cette culture-là. Tandis que l'AS a plutôt une culture administrative davantage, de base. Mais maintenant, dans les faits, souvent, effectivement, on va demander à la CESF des rapports, on va demander Oui, effectivement des déclarations de ceci ou de cela, il qui faut tracer. finalement lui demandent aussi une exigence d'écriture. Et plus que d'écriture, de ce qu'elle écrit. Ça veut dire que là aussi, on va vous apprendre avec la méthodologie de note sociale, de ceci ou de cela, parce que vous allez vous apercevoir, que ce soit la S ou pas, que si vous voulez induire ou influencer une décision sur une prise en charge ou sur une demande d'aide quelconque, eh bien, selon la manière dont vous allez exposer la situation qui souhaite, qui va amener à solliciter telle ou telle aide, eh bien, la manière dont vous allez l'écrire et ce que vous allez exposer va faire que oui ou non, souvent, vous allez peser dans la balance. Après, le mieux, c'est il y a des infos métiers qui sont lues en visio par formation. Et donc là, si vous vous posez la question de choisir entre assistant de service social ou conseiller en économie sociale et familiale, le mieux, c'est d'assister aussi à ces visios et d'entendre ce que le responsable de formation peut vous dire, même voilà, au niveau de la formation, quelle formation vous avez envie de faire, en fait, hein, technique, en fait, Ouais, pratique. ouais, ouais. Et puis, le Voilà. mieux aussi, c'est les enquêtes de terrain, je vous dirais. Mm. C'est de rencontrer. Mais attention, quand vous rencontrez des personnes, elles vont vous donner leur propre perception. Donc, ça Eh oui. sera par leur propre prisme. D'accord? Donc, ne vous contentez pas que d'un seul avis. Essayez d'avoir plusieurs avis pour que vous puissiez recouper ce que chacun dit, mais qui est finalement des points communs, aussi du différentiel que chaque personne pourra vous amener et qui peut aussi contribuer à vous faire une idée un peu plus générale de la chose. D'accord? Mais surtout, il faut que ça parte de vous. Hein. Donc, vous voyez ce qui va vibrer à un moment donné en vous. Vous voyez là où vous allez, vous avez envie de vous projeter. Pourvu que votre projection soit la plus proche de la réalité de terrain qui vous attend. Ça évitera les déconvenus et les déceptions de cours de route. D'accord? Donc, moi, je pense à ce niveau-là, mais le CEO est aussi placé pour cela. Renseignez-vous. Renseignez-vous un maximum. C'est de l'info que vous aurez pris en amont, de la manière dont vous allez vous questionner par rapport à cette info, qui vous facilitera par la suite votre choix d'orientation.